Les astronomes ont découvert une étoile qui semble ressusciter. Cette découverte a conduit les astronomes à mettre en doute la nature même des supernovas et à envisager de nouvelles explications. Mais la question est, comment revient-elle à la vie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout comme les êtres humains, les étoiles naissent, vivent et finalement meurent. Les étoiles ont bien sûr une vie très longue, entre quelques millions et des milliards d'années. La mort d'une étoile dépend de sa masse. Soit elle vide lentement ses couches externes pour former une nébuleuse planète Terre, soit elle explose en une magnifique supernova. Pour une étoile régulière, une supernova est un événement unique, marquant la fin de la vie active de l'étoile. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Les astronomes ont découvert une étoile qui a apparemment vécu en plusieurs supernovas en plus de 60 ans. Cette énigme astronomique défie la compréhension des supernovas et de la nature des étoiles massives. Il existe deux types courants de supernovas, le type Ia et le type 2. Une supernova de type Ia se produit généralement dans une paire d'étoiles liées par la gravitation, c'est-à-dire un système binaire. Dans ce cas, l'une des étoiles doit être une naine blanche, un noyau stellaire petit et très dense, et sa compagne peut être soit une étoile géante, soit une naine blanche encore plus petite. Alors que l'étoile naine consomme le contenu de son partenaire, elle finit par atteindre 1,4 fois la masse du Soleil, ce qui correspond à la limite de Chandrasekhar. Cela contraint la naine blanche à un état d'instabilité et cause sa mort dans une explosion thermonucléaire brillante, la supernova de type Ia. Mais une supernova ne se produit pas seulement dans un système binaire contenant une naine blanche. Cela peut aussi arriver à certaines des étoiles solitaires les plus massives de l'univers, d'une masse d'au moins 8 fois celle du Soleil. Quand ces étoiles sont en fin de vie, l'hydrogène puis l'hélium qui alimentait le noyau de l'étoile sont convertis en éléments de grande masse afin de maintenir son moteur en vie. À partir de l'hélium se forment le carbone, puis l'oxygène, le néon, le magnésium, le silicium, jusqu'à ce que du fer soit produit dans le noyau. À ce stade, l'étoile a besoin d'énergie pour convertir le fer en un élément plus lourd, plutôt que d'émettre de l'énergie. C'est l'ultime sursaut de l'étoile car elle ne peut plus produire suffisamment d'énergie pour contrecarrer le refroidissement du cœur, et elle finit par s'effondrer sous sa propre masse. L'étoile implose et cette implosion est réverbérée par le noyau de fer qui disperse les couches externes. Cet événement est une supernova de type 2. Elle envoie des quantités généreuses de gaz dans le cosmos où il est recyclé pour créer entre autres de futures étoiles et planètes. Ces deux types de supernovas ne se distingueraient pas à l'œil nu, apparaissant comme des explosions spectaculaires qui dispersent de gaz et de la poussière à travers l'univers. Pourtant, il existe des différences subtiles entre les deux types. Elles sont révélées par les spectres des supernovas qui montrent l'intensité de la lumière sur plusieurs longueurs d'onde. Quand un élément est présent dans le gaz et la poussière, il absorbe l'énergie à une longueur d'onde spécifique. Les astronomes peuvent alors l'identifier en étudiant l'empreinte chimique de son spectre. Il est aussi possible de caractériser la diminution de sa luminosité dans le temps. Quand le début de l'explosion illumine le ciel, les astronomes du monde entier tournent leurs télescopes vers la scène du crime pour observer ses dernières lueurs. Les astronomes construisent un graphique pour voir comment la luminosité de l'étoile change sur une longue période, pour obtenir une courbe de lumière. La forme de la courbe de lumière permet aux astronomes de déterminer le type de supernova qui s'est produit. Si l'on observe la courbe de lumière d'une supernova de type 1A, les deux aspects les plus remarquables sont l'augmentation distincte de la luminosité jusqu'à 5 milliards de fois celle du Soleil, puis son déclin progressif. Comparée à celle du type 1A, la courbe de lumière d'une supernova de type 2 présente une nette augmentation de luminosité initiale similaire, mais elle a tendance à avoir une période sans changement de luminosité après son explosion, suivie par un affaiblissement qui dure environ 100 jours. En comparant les spectres des deux supernovas, il faut se poser une question simple pour différencier les deux. Y a-t-il des raies d'absorption d'hydrogène? Si c'est le cas, c'est une supernova de type 2. Si elles sont absentes, c'est une supernova de type 1A. En septembre 2014, le projet Intermediate Palomar Transient Factory, entre autres IPTF, a identifié une supernova qui n'avait pas provoqué beaucoup de réactions au départ. IPTF 14 HLS était l'une de celles que nous avions abandonnées initialement car à sa découverte, sa luminosité diminuait. Donc nous avions pensé que c'était seulement une vieille supernova qui avait dépassé sa luminosité maximale. Cependant, IPTF a continué à prendre des images de cette partie du ciel pour son relevé. Donc nous avons pu voir comment IPTF 14 HLS agissait pendant les quelques mois suivants, raconte Yair Arkavi.
En février 2015, un interne qui travaillait avec Pierre Arcavy, en l'occurrence Zheng Wong, a remarqué qu'IPTF 14HLS recommençait à briller. Il m'a demandé si c'était normal et j'ai dit absolument pas. Une supernova ne devient presque jamais plus brillante après avoir diminué de luminosité, continua Arcavy. L'étoile avait à l'origine été classée comme une supernova de type 2P. D'après son spectre et le plateau caractéristique de sa courbe de lumière, elle semblait être revenue à la vie. Cette étoile zombie, située à plus d'un demi-milliard d'années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse, s'est avérée être une énigme pour toute la communauté scientifique. Ce phénomène stellaire mystérieux a surpassé la courbe de lumière de 100 ans, typique en présentant 5 pointes étonnantes pendant les 600 jours qu'a duré l'observation continue. L'étoile semble vieillir 10 fois plus lentement que prévu. Cette découverte a conduit les astronomes à mettre en doute la nature même des supernovas et à envisager de nouvelles explications pour décrire un tel événement. Andy Howell, le chef de l'équipe des supernovas, a décrit IPTF 14HLS comme un problème pour les théories standards décrivant les supernovas. Quand cela arrive, cela nous force à faire preuve de créativité. Malheureusement, les astronomes ne sont pas parvenus à définir une explication appropriée pour un tel événement. Si une théorie était proposée pour expliquer son comportement erratique, il y avait toujours une nouvelle donnée prête à la réfuter. À chaque nouvelle donnée obtenue, la supernova persiste à devenir de plus en plus étrange. Nous commencions par quelques théories qui, selon nous, pouvaient expliquer les données, mais ensuite nous recevions de nouvelles données qui réfutaient ces théories. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, les chercheurs qui travaillaient déjà dur à déchiffrer les observations de l'étoile perpétuelle se sont replongés dans les archives et ils ont découvert qu'une explosion avait été enregistrée exactement au même endroit en 1954. Il y a une très forte probabilité que ce soit la même étoile, bien qu'un doute subsiste. En conséquence, cette étoile a produit des explosions en succession pendant plus de 60 ans, et elle a miraculeusement survécu à chaque fois. Pour alimenter le moteur si ancien de l'étoile, il doit y avoir beaucoup de combustible dans le réservoir qui, ce faisant, rejette d'énormes quantités d'hydrogène. Le professeur Arcavy et Howell ont estimé qu'une masse de gaz d'hydrogène équivalent à 50 fois la masse du Soleil a été éjectée de l'étoile. Avec une telle masse, expulsée dans le cosmos, la masse d'origine d'IPTF 14HLS devait être énorme. Pour cette raison, le professeur Arcavy estime aussi que cette étoile aurait été au moins 100 fois plus massive que le Soleil. Le professeur Arcavy a même tenu à remarquer que ce pourrait être l'étoile la plus massive que nous n'avons jamais vue exploser. Cependant, comprendre ce qui arrive à l'étoile est beaucoup plus compliqué. Quand on demande ce qui se passe dans l'étoile pour que cela se produise, le professeur Arcavy répond. La réponse courte est que nous ne savons pas. IPTF 14HLS ne respecte aucun de nos modèles théoriques portant sur le comportement des supernovas. Néanmoins, des possibilités circulent pour expliquer quelques-uns de ces aspects insaisissables. Je pense que nous pourrions converger vers une explication qui implique une supernova rencontrant des enveloppes de matière qui l'entourent, nous explique Stan Woosley. L'étoile devant l'explosion pourrait avoir fait exploser ces enveloppes de matière qui existaient auparavant et entouraient l'étoile, peut-être par des vents stellaires. Après l'envoi par la première supernova initiale de la matière dans l'espace, à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, on pense que l'explosion s'est écrasée contre une enveloppe au mouvement plus lent. La collision est ce qui a produit l'énergie cinétique convertie en lumière, celle-là même qui a voyagé sur 500 millions d'années-lumière à travers le cosmos pour être détectée par le télescope IPTF. On pense que cette onde de choc a rencontré de nombreuses couches de cette sorte, créant les 5 pointes de luminosité entre septembre 2014 et mai 2015. Cependant, la science n'est jamais si aisée et il y a toujours des problèmes. Bien que cette théorie explique la forme de la courbe de lumière d'IPTF 14HLS, elle n'explique pas la nature complète du spectre détecté. À première vue, le spectre de la lumière de l'étoile ressemblait à celui d'une supernova de type 2, riche en hydrogène qui présente des signes de raie d'absorption d'hydrogène. Contre toute attente, il n'y avait aucun signe de matière lente. Le bon sens voudrait que s'il y avait de la matière bloquant l'onde de choc, sa présence serait indiquée dans l'empreinte spectrale de l'étoile. Après que la nouvelle de cette étoile immortelle a fait les gros titres, de nombreux astronomes se sont rejoints pour rechercher la bonne réponse. Environ un mois plus tard, Jennifer Andrews et Nathan Smith ont proposé une théorie suggérant que la supernova serait entrée en collision avec de la matière circumstellaire dense, produisant le flux de lumière tout en le masquant. Cet effet masquant, causé par les éjections de la supernova, dissimulerait tous les signes spectraux de la matière circumstellaire. Mais il y aurait aussi une signature nette de l'interaction entre les deux. La supernova brille toujours,
Comme la matière de l'explosion subit une expansion, il devient plus facile de voir à l'intérieur. Néanmoins, la luminosité de la supernova diminue. Donc nous espérons obtenir de nouveaux indices sur les parties internes de l'explosion qui commencent à être révélées avant qu'elles ne faiblissent trop pour être détectables. Le compte à rebours a commencé. Cette équipe d'astronomes dévoués continue à obtenir autant d'informations que possible sur son déclin. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-vous avec un gros pouce bleu et un abonnement, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.